Donc, comme c'est un programme de résilience qui va de la mobilisation communautaire, des activités de production, de la gestion post-récolte, de l'éducation à la nutrition. Donc ici, on est dans un champ communautaire et on a avec nous nos organisations. Il y a Maman Chantal qui est de COPAB, Maman Rosette qui est de COAB. Alors c'est les mamans qui... C'est les mamans qui sont les plus forts. En fait, pour les activités de résilience au niveau du PAM, on est à 12 500 ménages bénéficiaires ici au niveau de Rutshuru pour le financement canadien. On est à 15 000 ménages au niveau de Rutshuru encore et de Nyiragongo et de Masisi, donc 3 territoires, mais cette fois-ci sous le financement Allemagne. Et au Sud Kivu, donc à l'Est, il y a un autre programme aussi au Sud Kivu, un financement Allemagne pour 15 000 ménages, avec toutes ces activités de nexus entre l'assistance humanitaire, le développement, la paix et la cohésion sociale. Voilà. Il faut signaler que c'est quand même 60% des femmes qui font le leadership dans ces organisations paysannes-là, dans cette région en fait. Au nord Kivu, on est entre 65 et 70% des femmes paysannes qui font le leadership. Et dans d'autres régions, on nage à 40 ou 50%. C'est une région où quand même on a beaucoup de leadership féminin dans le secteur agricole en France. Voilà. Je vais donner une petite introduction du projet. Après, on va demander à l'organisation paysanne de nous dire ce qu'ils ont fait ici. Si vous avez des petites questions, vous allez poser et moi je vais interpréter en Swahili. Voilà. Le projet ici, c'est un projet qui est financé par le Canada au bénéfice de 12 500 ménages. C'est un projet qui dure 5 ans. Il a commencé, il se déroule ici dans le territoire de Rutshuru, qui est l'un des 6 territoires que compte la province du Nord. C'est pour donc 12 500 ménages. Ici, 10 000 individus à peu près. Voilà. Merci beaucoup Valériane. Alors, c'est un projet qui a 3 volets importants. Nous avons un volet qui est purement technique, nous avons un volet social et un volet financier. Il s'agit de finances rurales. Alors dans les finances rurales, nous voulons seulement appuyer les petits paysans là à accéder au crédit pour les aider à diversifier leurs activités et appuyer aussi les activités. Et qui donne le crédit? C'est à travers les associations villageoises de crédit. C'est dans le cadre de l'approche caisse de résilience. Voilà. Voilà. Donc c'est ce qui est plus durable plutôt que de compter seulement sur les institutions de microfinance. Dans le cas de la résilience, nous insistons sur les activités qui ont beaucoup plus de durabilité que de change de durée dans le temps plutôt que les activités qui sont fonctionnelles. Alors, juste pour compléter, parce qu'on parle de la partie financière, tout ce qui est caisse de résilience et donc les AVEC, les associations villageoises d'épargne et de crédit, sont aussi appuyés par les systèmes qui sont mis en place de transfert conditionnel. Donc on a été tout à l'heure voir le cash transfert qui est inconditionnel pour les réfugiés. Dans ce contexte-ci, c'est vraiment pour la réhabilitation, que ce soit des voies d'usage agricole ou des actifs, on va dire communautaires de base. À cette réhabilitation-là, il y a un transfert qui est lié pour les besoins directs et une petite partie qui va directement dans les caisses d'épargne au niveau villageois qui sert après à une forme de tontine locale pour passer de main à main. Voilà. Dans ce volet finance rurale, il y a une partie qui devait être couverte par le FIDA, qui malheureusement, suite à certaines difficultés avec le gouvernement, avait suspendu ses activités dans la zone. C'est une des agences des Nations Unies, le Fonds international de développement agricole, qui avait eu quelques, on va dire, accrochages avec le gouvernement, mais c'est déjà rétabli. Donc leur partenariat est rétabli, ils vont revenir en force. Je pense que la partie finance rurale va être boostée, on va dire. Oui, mais dans ce volet, il y avait le FIDA et la FAO. Basé à Rome. C'est une des 3 agences romaines. C'est le PAM, le FIDA et la FAO. Alors, il y avait dans ce volet-là, la FAO et le PAM, la FAO et le FIDA. Étant donné que le FIDA n'a pas encore amorcé ses activités, pour le moment, c'est la FAO qui continue avec les associations villageoises, le PAM et le PAM appuie dans le cadre de travail contre le cash, qui vont aider donc les paysans à injecter un peu d'argent à travers ce qu'ils vont gagner à travers ce travail, pour leur donner la possibilité d'injecter un peu d'argent comme part sociale pour avancer avec les associations villageoises.
Et quels sont Alors les ça, travaux? Quels sont les travaux typiquement? Il y a des travaux de construction des infrastructures rurales, notamment les routes. Là, le PAM va appuyer la construction des routes dans le cadre de ces projets. Il y a aussi la construction des entrepôts, des aires de séchage. Et il y a beaucoup d'activités. Et ça a déjà commencé, ça aussi? Oui, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Peut-être juste pour compléter, parce qu'on a, pour nous, en interne, on a deux types de travaux. Donc, on a les travaux d'infrastructure d'un côté et les constructions de l'autre. Donc, les constructions, c'est tout ce qui est entrepôt et aires de séchage et tout ça. Et tout ce qui est infrastructure, en fait, c'est là où c'est des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Pour tout ce qui est réhabilitation des routes, même reboisement complètement avec la FAO, tout ce qui est reboisement pour repeupler en arbres fruitiers la région, parce qu'on voit beaucoup d'arbres, mais il y a très peu d'arbres fruitiers. Et on a aussi tout ce qui est réhabilitation de certains ponts d'allées pour les connexions. Voilà. Là, nous étions dans le volet finance rurale. Alors, on a développé un peu pour voir en quoi ça consiste. Le deuxième volet, parce qu'il avait dit qu'il y avait trois volets importants, le deuxième volet, ça concerne plutôt la mobilisation sociale, avec tout ce qu'il y a comme structuration du mouvement associatif et la cohésion sociale dans le village. Ça, ce sont des activités qui se développent dans le cadre de la cohésion sociale. Pour le deuxième volet important du projet, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec l'appui seulement du côté technique, on n'arrivait pas vraiment à rencontrer un impact significatif. Alors la FAO et le PAM sont en train d'appuyer en dehors du volet technique, dont je vais parler tout à l'heure. En dehors de ce volet technique, on appuie aussi le volet social pour renforcer la cohésion sociale dans le village, aider la population donc à se prendre en charge à travers ce que nous appelons les clubs d'Imitra. Ce sont des petites associations de 30, 20 personnes qui se mettent ensemble pour réfléchir sur le problème du village de manière globale. Pas seulement l'agriculture, tous les problèmes du village, et ils essaient de proposer des solutions localement sans tenir compte des aides extérieures. Ça, c'est le mouvement que nous appelons le club d'Imitra. C'est une approche qui a été développée au plan global, c'est-à-dire ça dans énormément de pays, en Afrique en particulier. Les clubs d'Imitra, c'est vraiment des espaces de concertation et qui souvent évitent les conflits entre les communautés, peuvent même résoudre ces conflits. Alors dans ce volet-là, social, avec la structuration et tout ce que nous faisons dans les clubs d'Imitra, c'est pour nous un passage pour permettre donc à introduire tout ce qu'il y a comme sensibilisation sur la question du genre, sur la nutrition, parce que c'est un problème ici. Nous sommes dans une zone où la malnutrition chronique atteint environ 50% donc des enfants. Alors, il y a une grande part des activités de ce projet qui tient compte de cette problématique. Non, je voulais juste compléter sur la partie de la structuration parce qu'on a parlé de tout ce qui est cohésion sociale, notamment au travers de l'approche des clubs d'Imitra. Mais il y a aussi toute la question de renforcement de la paix entre intercommunautaires, mais de la prévention de certains conflits parce que bon, on est tous d'accord qu'il y a un certain nombre d'investissements qui sont faits au travers de l'agriculture et autres. Ça peut être la cause ou même pour inciter quelques conflits. Donc c'est pour cette prévention-là, c'est de voir comment est-ce qu'il y a des formations, de l'accompagnement avec d'autres partenaires comme Search for Common Ground qui viennent, ce qu'ils appellent la pacification communautaire. Voilà, ces activités-là sont aussi incluses. Et aussi dans la structuration, tout le renforcement de capacité des organisations paysannes en fait, pour qu'ils soient à même de gérer ces quantités qui sont grandissantes en quantité et en qualité. En fait, la production grandissante en quantité et en qualité, qu'ils soient en mesure de la gérer parce qu'après il y a tout le volet commercialisation dont on va parler dans le domaine, dans la troisième composante. Exact. La troisième composante, pour enchaîner avec ce que Valériane vient de dire, c'est la composante la plus importante. Elle est en rapport avec la production, la transformation et la commercialisation. Alors, dans ce domaine-là, le PAM intervient pour assister la population, donc nos bénéficiaires, pour les aider à commercialiser donc leurs produits. Mais il y a même une partie, donc parmi les gens et les acheteurs de leurs produits, il y a aussi le PAM. Le PAM achète aussi une partie de leurs produits. Localement, au lieu seulement de compter sur les importations, le PAM achète une partie de leurs produits, de nos petits producteurs. Et je crois que nos partenaires qui sont ici peuvent donner les quantités. Et moi, je n'ai pas de tonnage en tête. 600 000 $ pour l'année dernière, pour 850 tonnes. Et ça, c'est de l'argent injecté ici dans le village à travers l'achat des produits de nos bénéficiaires. Dans ce volet-là,
ce qui est donc le volet technique, il y a l'appui à la production, dont je viens de parler. Dans l'appui à la production, nous avons deux stratégies. La stratégie est basée sur deux aspects importants. Nous avons l'accroissement des superficies cultivées et nous avons aussi l'amélioration des techniques culturelles. Ce que nous voyons ici dans ces champs fait partie des problèmes que nous rencontrons dans la zone. En fait, si le territoire de Rutshuru avait été choisi dans ce projet, c'est parce que c'est un territoire qui est de manière récurrente confronté à deux chocs importants. C'est notamment les problèmes d'ordre naturel, donc les calamités naturelles, et il y a aussi le problème de la guerre. C'est récurrent ici. Alors, le problème de la guerre. La guerre. Oui. C'est à partir de ces deux problèmes que le Canada avait donc accepté de donner ce financement pour acheter, donc pour appuyer la population, afin donc de renforcer leur résilience par rapport à ces deux chocs pour améliorer la sécurité alimentaire. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour les aider à améliorer la production? Je venais de dire qu'il y a donc le volet amélioration des techniques culturelles et il y a aussi l'amélioration donc de l'accès des superficies cultivées à travers des négociations que nous appuyons pour l'accès à la terre entre les concessionnaires et les petits producteurs qui sont nos bénéficiaires. Je ne l'ai pas dit peut-être au début, nos bénéficiaires sont essentiellement des petits exploitants agricoles, ceux qui ont des petites superficies. Alors ce sont nos bénéficiaires, mais avec un accent sur les femmes, des petits producteurs. Alors, quelle est la superficie moyenne? Bon, en moyenne, les gens cultivent autour de 20 à 30 arts, mais nous voulons les amener dans l'objectif du projet à 40, 50 arts, et peut-être même pour certains, même 1 hectare. Alors pour y parvenir, nous appuyons les négociations pour l'accès à la terre. C'est une zone avec une très forte densité de la population, parmi les plus élevées du pays. Alors là que la moyenne du pays tourne autour de 80 à 100, ici on est dans les 500, 700 habitants. Donc il y a la rareté des terres. Alors le PAM et la FAO appuient les négociations pour l'accès à la terre entre les petits exploitants à travers les négociations afin d'alléger la situation, donc la charge de ces petits exploitants. Donc on améliore les superficies, mais aussi on améliore les techniques culturelles à travers l'approche que nous appelons champ école paysan. C'est une approche que la FAO développe depuis un certain nombre d'années pour améliorer de manière durable les techniques culturelles dans les milieux paysans. Ça, c'est ce qui concerne la production. Maintenant, après la production, nous avons l'aspect transformation. Le projet met à la disposition des petits producteurs des unités de transformation, de petites unités, qui leur permettent donc de produire, de transformer leurs produits pour améliorer la nutrition, mais aussi pour donner une valeur marchande à leurs produits afin d'être compétitifs sur le marché. Donc je venais de dire que le PAM achète aussi une partie de leurs produits. Ce n'est pas n'importe quel produit que le PAM achète. Il faut que ça ait une certaine qualité. Alors le PAM les appuie pour toutes les techniques post-récolte, comment sécher, comment trier. On leur donne toutes ces techniques-là afin que leurs produits soient quand même compétitifs et qu'on achète ça. Et pour le moment, la quantité de produits que le PAM achète, c'est pour les cantines scolaires. Donc nos producteurs, ils produisent, ils peuvent me répéter ainsi, et le PAM achète ça après qu'ils aient transformé dans avec leur propre machine que le produit leur a donné. Ils transforment, ils produisent la farine, le PAM achète ça et puis il met à la disposition des écoles. Mais ce n'est pas seulement les PAM qui achètent, il y a d'autres acheteurs qui viennent ici à travers la formation que le PAM leur donne pour savoir comment faire le marketing, comment approcher les acheteurs, ainsi de suite. Ça, c'est dans la question du point de la commercialisation, transformation et commercialisation. Maintenant, peut-être juste pour te compléter, parce que tu parles de commercialisation, on a aussi tout ce qui est quand même dotation en outils, que ce soit pour la partie, le volet de production, le volet de gestion post-récolte, je me répète, en outils, mais aussi en entrepôt, donc comment j'ai envie de dire ça, des assets, des actifs qui permettent aux producteurs de conserver leurs produits agricoles de manière à pouvoir accéder au marché pendant toute l'année, en fait, l'avoir pendant toute l'année, parce que c'est aussi un des aléas que l'on rencontrait ici, pourquoi les gens ne consommaient pas, parce qu'il y avait rareté justement, et le coût était tellement élevé au-delà de leurs propres moyens.
Ça, c'est une chose. Et sur la question en fait, de l'amélioration de la qualité post-récolte, il y a aussi toute la question de l'aflatoxine qui était quand même de plus en plus récurrente dans la région, sur laquelle on travaille aussi pour améliorer le niveau d'humidité, réduire le niveau d'humidité dans le processus du séchage et ce genre de choses. On essaie de le garder quand même à un niveau traditionnel pour permettre à ce que après qu'il y ait cette durabilité après le programme, parce que si on emmène tout ce qui est blue box et tout ça, c'est très bien. Mais le vrai problème qu'on va rencontrer, c'est après le programme, où est-ce qu'ils vont se procurer, ces communautés-là, les outils nécessaires pour pouvoir vérifier. Donc, on essaie de se baser sur les connaissances locales aussi. Il y a beaucoup de savoir-faire qui est local, qu'on promotionne et qu'on met en exergue. Maintenant, pour essayer d'abréger un peu notre entretien, vous allez vous demander pourquoi alors on visite ces champs ici. Je venais de dire que l'un des volets sur lesquels nous agissons pour augmenter la production, c'est sur le plan technique. Et sur le plan technique, notamment, nous mettons à leur disposition des semences de bonne qualité. Alors ce champ-là, c'est un champ de multiplication des semences. Donc il y a des organisations paysannes qui sont ici, qui font ce travail pour multiplier la semence. Et parce que les PAM et la FAO ont mis à leur disposition une petite quantité. Vous savez que la semence de base, elle coûte cher. On ne pouvait pas mettre à leur disposition de grands tonnages. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, on voulait qu'ils apprennent eux-mêmes comment multiplier la semence afin que l'activité soit durable. Parce que dans le futur, même après le projet, la semence peut dégénérer et ils peuvent recourir encore à un nouveau noyau de semences de bonne qualité et ils font la multiplication sur base des connaissances que le projet met à leur disposition. Mais nous travaillons en étroite collaboration avec le SENACEN, Service national des semences, et le suivi technique est assuré par aussi l'inspection provinciale de l'agriculture, qui met à notre disposition des techniciens agronomes que le projet donc renforce, dont le projet renforce les capacités opérationnelles, et c'est avec ça qu'ils viennent intervenir. Nous assurons juste la supervision. Voilà un peu comment le projet se déroule. Juste peut-être pour un ajout, un aspect assez important. On a dit sur le développement de l'autonomisation des femmes, comme on a dit que 60% à 70% des bénéficiaires sont des femmes, on est aussi sur l'alphabétisation, qui est très importante pour ramener les femmes à un niveau pour être plus autonomes et aussi pour qu'elles puissent développer des activités génératrices de revenus. Ce pour atteindre l'objectif du projet global, qui est aussi de renforcer les moyens d'existence durable et améliorer les revenus des bénéficiaires. Voilà, je pense que on va laisser peut-être la parole à nos visiteurs. S'ils ont une petite question, ils posent, moi je vais traduire. Maman Rose et d'autres ont aussi. Maman Rosette. Maman Rosette. Haiko tu Mama Rosette hata wengine. Mimi neno mimi naweza kuwa nayo. Ndio. Mimi nashukuru na mimi nasema karibu kwetu. Je dis bienvenue chez nous et je vous remercie. Tunafurahi sana kuona mnakia tuangalie kwa mashamba yetu kwenye tuko na lima na sisi tunafurahi. Tunasema antuka Mungu awabariki. Nous prions Dieu de vous bénir pour être venu nous visiter ici au champ. Tulipata msaada kutoka kwenu na sisi tuko nilikuwa mu groupement ya Bweza. Nous avons reçu une assistance de votre part. Moi, je suis du groupement de Bweza. Kisha njoo tulipata msaada kutoka kwenu, mlituletea mbegu na sisi tunasema sasa gisi projet ipi inaendelea, kama natuletea mbegu yenyewe balisha trie, inaomba na sisi sasa tutafute jinsi ya ku multiplier semence mbegu yetu na sie ikuwe naongezeka, tukue na tukue napata gisi ya kupata mbegu karibu na sie. C'est vrai que le projet nous a donné une quantité de semences de bonne qualité, mais c'est une petite quantité. Alors nous nous sommes dit qu'il faut multiplier ça pour que nous ayons à proximité une quantité suffisante de semences. Njoo tuko tunalima hapa, tuko na hektare 3 za mihindi. Nous avons ici 3 hectares de maïs. Na hektare 2 za maharagi. Nous avons aussi 2 hectares de haricots. Ya Copabe avec la coopérative Copab. 12 OP. Elle est constituée de 12 organisations paysannes. Ndio tunashukuru sana, tunasema ntuka merci. Nous vous disons merci. Na mimi ndaongeza. Moi aussi je vais ajouter. Naona tunakuwa groupement ya Kisigari kwa hapa, tunakuwa groupement ya Kisigari na Copabe na kwa groupement ya Bweza.
lakini tumekuya patikana mkutema ya Bukoma. Ni kupitia mafunzo yenyewe tumeweza kupata kupitia FAO na kupitia mradi wenyewe walitufunza namna gani tunaweza pia kutafutia shamba fasi nyingine, kwa sababu huku kwetu kupata udongo haiko kwepesi. Tumekosa kule kwa maeneo yetu, ndio kupitia mafunzo na kupitia kutukutanisha na wakoncesionaire ndipo tulipata hii udongo, hasa AGCDT mwenyewe alituwezesha kutuonesha kwenye tunaweza kupata fasi ya kulima, na hapo ndipo tulipata shamba hapa, na shamba yenyewe ni kwa ajili ya kwa sababu je vais interpréter. Nous sommes deux coopératives, Coap et Copab. Les deux coopératives viennent des localités éloignées d'ici. Alors si nous sommes là, c'est à la recherche de la terre. Et grâce aux enseignements que nous avons reçus à travers la problématique d'accès à la terre avec la FAO, nous avons réussi à obtenir auprès de nos concessionnaires et des concessionnaires une superficie ici dans les négociations, superficie que nous mettons en place pour cultiver, donc mettre en place notre champ de multiplication des semences. Maïs et haricots. Na kwa ile ndipo tukapatikana tukalima hapa, ni kwa ajili ya kuweza kuweka mbegu semence ndani ya boutique Dendra zetu, kwa sababu yenye tunapewa na muradi inakuwa kidogo paraporo na wanamemba wenyewe tunakuwa nao, na hiyo inatusaidia senye wanamemba wanahitaji mbegu wasiendelee kukosa mbegu, na mbegu iko na iko tayari. Les quantités que nous recevons du projet sont insuffisantes. Alors nous mettons à les multiplier afin que la quantité augmente. Et dès que nous produisons, nous allons mettre dans notre boutique d'intrants afin que tout le monde, parmi nos bénéficiaires, nos membres plutôt, puissent accéder aux semences à temps et sans problème. Juste peut-être pour explication, les boutiques d'intrants, c'était une approche que nous avons mis ici, surtout au niveau de l'Est, pour rendre l'autonomisation des producteurs. Au lieu de distribuer tout le temps les semences, on les met aussi dans là il y a multiplication, mais au niveau des boutiques d'intrants, ça va être un revolving fund, donc qui ne va pas se couper, mais qui est toujours donc à la disposition des producteurs. Donc il ne s'agit pas de distribution comme dans les assistances humanitaires, mais un cheminement vers quand même le développement. Ouais. Kwa ngambo wako wapi tumeweza kulima kwa hii sezo hektari 10, kwani hapa tunakuwa na hektari 2, moja ni hindi na nyingine ya maharagi, tunakuwa na zingine hektari 8 pale pa Nyongera. Pour ce qui est de notre coopérative Coap, nous avons mis en place pour cette saison 10 hectares constitués de haricots et de maïs. Une autre partie c'est tout au niveau de la concession de Nyongera. Ni kwa ile vraiment tunashukuru muradi na tunashukuru wageni ili kuweza kufika kutuangalia mara na mara. Nous remercions nos visiteurs qui sont venus de loin pour nous visiter, qui nous viennent nous visiter chaque fois. Merci beaucoup. Peut-être, est-ce qu'on peut demander à GCDT de présenter un peu la partie sur l'infrastructure, il y a déjà des infrastructures. Les infrastructures, ça n'a pas été prévu pour cette visite puisque c'est un peu loin à cause du temps qui est écoulé. La deuxième visite que nous allons faire, c'est une autre partie pour tous ceux qui concernent la nutrition sensitive. Un autre domaine, une autre activité qui intéresse les deux projets et là où on travaille ensemble également. Tu as proposé quoi pour Oui, il peut expliquer là-bas, il a dit. Okay. Depuis quand On marche, non? On marche pour y aller? Peut-être pour... c'est un projet de 2017 à 2021. Parce qu'on a parlé du problème de l'accès à la terre. Ici, c'est la concession du Mwami. Le Mwami a donné cette partie pour essayer d'organiser la multiplication des semences. Ici, on travaille au moins à 14 organisations. Il y a les deux coopératives,
de Kisigari et de Boueza. Il y a d'autres organisations de Bukoma Sud. Alors, on est ici tous et on a emblavé 29 hectares au total. Et les maïs et les haricots. Alors, si on allait un peu plus loin là-bas, il y a les haricots nais et les haricots volibiles. Alors, Eux, ils n'ont parlé que de leur coopérative. Hein. Ils n'ont pas voulu parler de ce qui les concerne. Il n'a pas... Bon, nous, on accompagne toutes ces organisations. Combien de groupements vous accompagnez dans le cadre du projet canadien? Nous, à l'ICBQ, on travaille dans deux groupements. Le groupement de Kisigari et Bukoma Sud. Mais sur le projet, sur l'ensemble du projet canadien, c'est combien? C'est 100 groupements? Non, associations paysannes. 100 associations. Au total, oui. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres, hein, et d'autres qui viennent seulement de commencer. Il est possible que par la suite, il puisse se fusionner. Non, juste sur cette parcelle, c'est 14. Et les groupes en moyenne, il faut combien de personnes? Cette région est particulière d'ailleurs. Pour les petites associations, c'est entre 20 et 30, parfois ça arrive même à 50. Oui, parce que c'est elles très qui variable. font aussi les Farm Office School. Ouais. Parce qu'une taille de champ école paysan, c'est 25-30. Voilà. Ce sont ces petits groupes-là de 20 à 25 qui constituent Un champ école paysan. Voilà. Et il y en a beaucoup ici. Et vous en avez ici des champs école paysans? Oui, beaucoup. Où vous faites la comparaison? Ouais. Toujours en fait, le principe, c'est on compare. Ouais. Vous faites comme vous faisiez avant, et là, on vous apprend les bonnes pratiques, et vous voyez la différence. Je crois que peut-être si on avait le temps, on pouvait leur donner l'occasion d'expliquer ce qu'ils ont fait. Parce qu'au début, ils avaient commencé par identifier quelles sont les contraintes principales à la production. Et c'est sur base de ces contraintes qu'ils ont développé des parcelles expérimentales paysannes. D'accord. Mais on n'a plus le temps pour développer ça. Pourquoi ce site a été choisi? Je n'ai pas compris. Pourquoi ces populations ici ont été choisies pour le projet? Pour les questions d'accès à la terre, en fait, si je peux juste faire clarifier, pour les questions d'accès à la terre, c'est compliqué pour les communautés de cultiver des parcelles beaucoup plus grandes. Parce qu'il y a le problème qu'on appelle d'accaparement des terres, où on a quelques individus par rapport à leur rôle, leur rang social, etc., qui ont des grandes surfaces de terre qui ensuite font louer aux petits exploitants agricoles. Donc l'intérêt dans les ateliers que la FAO a organisés entre les grands exploitants et les petits exploitants, c'était de voir comment est-ce qu'on arrive à avoir un terrain d'entente et surtout à des prix raisonnables, parce que c'est ça aussi le problème. Souvent, c'est des prix qui sont exorbitants, qui ne permettent pas aux producteurs de se retrouver. Donc, c'est dans ce cadre-là que le Moami, qui était aussi impliqué dans ces ateliers, dans ces échanges, les concessionnaires. Le Moami, c'est le chef traditionnel, en fait, ce qu'on appelle Moami ici, et donc il a concédé cette terre pour gratuitement aux organisations paysannes spécifiques qui ont été C'est notées. moyennant des conventions qui n'est pas quand même Voilà. très... Il y a un contrat derrière, parce que sinon, Ils louent. on sait comment ça passe. Avant ces négociations-là, les prix étaient tellement exorbitants que les paysans finalement ils travaillaient à perte. C'était combien? Ça varie beaucoup. Dans certaines localités, c'est jusqu'à $400 par hectare. Et aujourd'hui, c'est combien? Pour une saison. Ici, Peut-être ils peuvent dire, vous avez donné combien à l'hectare? On a donné 60. Oh, $60 ou 60. si vous allez... mais avant, ils donnaient autour de Les 400. autres, c'est au-delà de 200 $. Alors, ce que nous avons fait pour les convaincre, au cours de l'atelier, on leur a demandé de présenter et faire des calculs. Qu'est-ce que vous plantez sur un hectare? Ils ont mis. Qu'est-ce que vous produisez? Ils ont mis tout ça, les calculs, ils ont mis les coûts de location. Et à la fin, ils ont calculé, ils se sont rendus compte que franchement, beaucoup de producteurs travaillaient à faire. C'est alors que les concessionnaires ont dit, oh, mais finalement, franchement, on devrait réduire le prix. Et ils ont accepté de réduire. Et non seulement ça, ils ont même assoupli beaucoup de conditions. Et c'était très contraignant pour les petits producteurs. Mais bon, petit à petit, on est en train d'avancer. Et donc ça, c'est à travers le projet qu'on a négocié. Oui. Et vous avez vu la différence? On a des questions, peut-être on peut les poser dans l'autre site aussi, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, comme ça on peut avancer. Malheureusement, on ne peut pas aller à pied, on doit prendre les véhicules, c'est sur notre route pour aller à l'aéroport. Voilà, et sur la route, on va s'arrêter, on aura encore quelques échanges de questions. Mama Rosette,
Tunawapigia asante sana kwa namna mnatupokea hapa. Walifika hapa, tunajua kama mlivumilia sana kwa kufika mpaka sasa. Tunawapigia asante, hatuna tena muda mrefu, tunaenda kwa kazi nyingine.